l'écran de présentation. Voilà. J'espère que vous voyez tous le bon écran cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Alors, merci Laurine. Donc l'Umpire Academy, l'objet de ce webinaire, c'est comment faire pour devenir arbitre ou arbitre club. Les deux sont les mêmes, on va dire. On commence par être arbitre, mais toujours dans un club. Et puis après, il existe différentes étapes. Alors, pour m'accompagner ce soir, j'ai l'immense honneur d'avoir Laurine Delforge avec nous. Je vais demander à Laurine de se présenter, mais en tout cas comme ambassadeur pour nous parler de l'arbitrage en hockey, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et merci à elle de s'être libérée ce soir. Sois la bienvenue parmi nous, Laurine. Avec plaisir. Voilà. Alors, dis-nous, Laurine, en quelques mots, qui es-tu? Comment es-tu arrivée à l'arbitrage? Enfin, tu vois les questions comme moi, je Mon pense, sur histoire. l'écran. Ouais, ça va. Laurine Delforge, passionnée de hockey depuis toute petite. D'abord comme joueuse et puis comme joueuse et comme arbitre. Je viens à la base du parc, je joue aujourd'hui à l'Antwerp et je suis arbitre en Belgique depuis bien 15 ans maintenant et un tout petit peu moins enfin, ouais, 12-13 ans en international maintenant. Comment je suis arrivée à l'arbitrage? Souvent, comme beaucoup, ça n'a pas été une révélation en me disant un matin: je vais devenir arbitre, ça a l'air génial». Il a fallu comme beaucoup et comme souvent, que quelqu'un me pousse un petit peu dans le dos pour oser franchir le pas. J'ai commencé à arbitrer en fait via mon papa qui était lui-même arbitre, et quand j'étais plus jeune, je dois avouer que j'étais pas la plus, calme ou en tout cas la plus, gentille sur un terrain vis-à-vis des arbitres. Jusqu'au jour où mon papa en a eu marre et a dit: «Essaye toi-même, de le f de d'arbitrer un match et tu verras que c'est pas si facile que ça». Ce que j'ai donc fait, j'ai en effet compris que c'était vraiment pas facile, mais d'un autre côté, j'ai adoré ça tout de suite et donc j'ai continué. Je jouais le samedi matin et j'arbitrais le samedi après-midi, ou inversement et donc j'ai depuis lors, toujours, combiné les 2, le jeu et l'arbitrage, et j'adore toujours ça. Hem Donc ça, c'est un petit peu comment je suis arrivée, dans l'arbitrage, donc un peu par hasard, il faut le dire. Maintenant, pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je suis toujours arbitre? Fatalement, c'est parce que j'aime ça, sinon j'aurais arrêté tout de suite. Hem, je considère l'arbitrage, en fait, comme une école de vie. En tout cas, c'est assez cliché, mais c'est vraiment, quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de tous les jours aussi. J'étais à la base quelqu'un de fort timide, avec très peu de confiance en moi. Avec, beaucoup de difficultés à prendre des décisions, tout ce qu'en fait, en tant qu'arbitre, on est obligé de faire. En tant qu'arbitre, on est fatalement obligé de prendre des décisions, même, constamment pendant 70 minutes. Il faut pouvoir montrer qu'on a confiance en soi, même si c'est pas, vraiment le cas, de l'intérieur. Il faut en tout cas montrer qu'on ne doute pas de soi. Et donc ouais, en tout cas, moi, l'arbitrage m'a développée en tant que joueuse, en tant qu'arbitre, mais aussi en tant que personne. Et c'est vraiment une activité que je conseille, même, une activité du dimanche, j'ai envie de dire, parce que ça développe pas mal de qualités. Ce que m'a apporté l'arbitrage aussi, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de relations. On parle du hockey comme une grande famille. Dans cette grande famille du hockey, il y a la petite famille des arbitres. Et voilà, c'est clairement aussi quelque chose qui fait que ce monde-là est très apprécié, que les gens qui généralement commencent à goûter à l'arbitrage, finalement, continuent encore pendant des années. Et alors ta dernière question, Alex, quelques petits conseils. Hem, le principal conseil que j'ai envie de donner, c'est oser se lancer. Souvent on a tendance à dire, «Oh c'est trop compliqué, les joueurs, ne me comprennent pas» ou «Je n'arrive pas à tout voir». Heureusement parce que, il y a personne qui est capable de tout voir. Il y a aucun arbitre qui est parfait, comme il y a aucun joueur qui est parfait, aucune joueuse qui est parfaite. Donc le principal conseil, c'est oser se lancer, ne pas avoir peur, même si c'est facile à dire.
Et puis essayer d'apprendre de chaque match. Moi, ça fait 15 ans que je suis arbitre et encore à chaque match, il y a des moments où ça va moins bien qu'à d'autres et il y a toujours des choses à apprendre, de chaque match, que ce soit en Belgique ou ici, moi, maintenant, plus, en international. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, mais Ça répond certainement à toutes les questions. J'avais une question un petit peu plus tricky, un petit peu plus difficile. On va faire appel à ta mémoire. Est-ce que tu te souviens les émotions que tu as ressenties la première fois que tu es monté sur un terrain avec un sifflet? Et Oh, alors je devais avoir 12, 13 ans, donc ça remonte à loin. Je sais qu'on les gens pensent toujours que j'ai 18 ans, mais j'en ai 32 depuis, donc ça remonte il y a déjà quelques temps. Mais la toute première fois que j'ai pris un donc il y a 2 moments que je me rappelle. Je me rappelle en effet de mon tout premier match parce que j'étais en panique totale, c'était un match et en fait jeune, un match ouais, adulte? c'était, un match de ma sœur. Donc j'étais partie voir ma petite sœur, qui jouait en cadette, je crois, à l'époque. Et j'allais souvent voir les matchs de ma petite sœur, mais généralement, il y a toujours des arbitres qui se pointaient et évidemment, une fois, il y a un arbitre qui n'est jamais arrivé. Et donc mon papa a sauté sur l'occasion pour me dire: «Bah, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais arbitrer, c'est toi». Et donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser 150 questions parce que voilà, tu montes, tu prends le sifflet et c'est parti. Mais oui, c'est clairement un sentiment d'inconfort total, d'incertitude totale. Après, comme je le disais, passer les 10 minutes où on peut le dire, ouais, je me faisais dessus. On commence, voilà, on oublie et on est dans le match et le moment où on arrête de réfléchir, c'est là que ça devient chouette, en fait. On est dans le match, on vit le match différemment et en fait, à partir de ce moment-là, chaque semaine, je finissais par aller voir ma sœur et je me portais volontaire pour arbitrer parce que je préférais ça à rester sur le côté et regarder le match pendant 70 minutes. Je préférais être active et avoir un rôle à jouer, quoi. Donc ouais, les premières émotions, c'était plus panique, mais j'ai rapidement aimé ça. Et alors aussi, à l'époque, il y avait pas tout ce système de club umpire, donc je pense que ce moment de panique aussi, était lié au fait que, beh, on est lâché dans le grand bain, mais sans avoir de formation ou sans avoir de structure derrière qui permet de se développer. Alors qu'ici maintenant, on est 20 ans plus tard et il y a vraiment des choses bien en place qui permettent de se lancer sans que ce soit, un saut dans le vide total, en espérant que le parachute soit bien accroché, quoi. Et le deuxième souvenir que j'ai, qui me restera aussi, en mémoire, c'est, j'ai joué un samedi après-midi, 3 mi-temps et mon papa vient me voir en me disant: «Beh, le match, de la réserve ici, il manque un arbitre». Il faut savoir à la réserve à l'époque, c'était, la 2e équipe messieurs, donc c'était tous les anciens très bons joueurs qui savaient de quoi ils de quoi ils parlaient et qui aimaient bien challenger. Donc là aussi, j'avais même pas un an d'arbitrage dans les jambes et je me suis retrouvée au milieu de 22 acteurs, voilà, qui n'avaient pas d'hésitation à partager leur avis. Donc ça aussi, ça a été un moment un petit peu, compliqué, mais j'ai survécu et je me voilà, de nouveau, j'ai appris plein de choses de ce match-là. Comment se faire grande, comment se faire respecter par même des garçons qui sont, 2 fois plus grands que moi. Donc ça, c'est vraiment, les 2 matchs dont je me rappelle, au début de ma carrière, quoi. Et aujourd'hui, aucun J'avais regret. 15 ans. Et aujourd'hui, aucun regret, non, loin de là. Alors c'est clair qu'il y a de nouveau, hein, on peut je peux pas présenter, comment dire? Une image parfaite de l'arbitrage. Clairement, il y a des moments un peu plus compliqués. On a des matchs un peu plus difficiles ou, un peu comme dans la vie de tous les jours. On a des jours sans ou des jours un peu moins bons. Mais clairement, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu dans l'arbitrage jusqu'à présent font que je regrette pas une seule seconde de m'être lancée là-dedans. C'est une super aventure. De nouveau, comme j'ai dit, on apprend plein de choses, on vit plein de choses. Enfin voilà, si je m'étais pas lancée dans l'arbitrage, je me serais jamais retrouvée aux Jeux olympiques, encore moins sur une finale. Mais il y a pas que ça. Je parlais de la famille de l'arbitrage, c'est clairement pour moi, le gros point positif de cette aventure. Oui, effectivement, l'arbitrage amène à beaucoup de choses. Comme tu le disais juste avant, ben, à la finale des Jeux Olympiques, pour certains, mais c'est une minorité. Tu es notre seul représentante belge à avoir atteint ce niveau-là. Bravo en tout cas. Mais à côté de ça, et derrière toi, on va dire pas dans ton ombre, mais derrière toi, il y en a des centaines et des milliers qui sont là sur tous les terrains de hockey. Et sans eux, ben, on ne pourrait pas jouer, on ne pourrait pas faire de championnat s'il n'y avait pas d'arbitre.
Oui, le challenge que j'ai relevé, aux Jeux olympiques, mais on peut le reproduire, c'est un peu dans le championnat belge ou dans les matchs de club, c'est la même chose. On a 22 joueurs qui sont là pour gagner, qui ont besoin de 2 arbitres pour, faire en sorte que le match se déroule bien. Donc le challenge est disons que le challenge est le même, même si l'environnement est légèrement différent. Oui, tout à fait. Sans arbitre, pas de match. Voilà, eh ben, je vais rebondir sur la fin de ta réponse à la première question. Effectivement, tu expliquais que par rapport à il y a 20 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué. On va les parcourir maintenant dans cette présentation. Alors, ben, pour y arriver, ben, je me suis posé quelques questions, à savoir, tiens, les gens qui ont envie d'arbitrer, ou les gens qui, quelque part, doivent arbitrer, parce que si, ils ne se proposent pas, ben, il n'y a pas d'arbitre, et donc, comme on vient de le dire, pas d'arbitre, pas de match. Enfin, quelles peuvent être toutes les motivations qu'on peut avoir pour arbitrer? Alors, évidemment, la question que beaucoup de personnes se posent, comme Laurine nous l'a expliqué dans son expérience, j'ai jamais arbitré, ouïe, 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 aïe, 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 comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça va se passer? À quelle sauce est-ce que je vais te manger? Ben, on va voir que aujourd'hui, c'est plus aussi terrible que ça, ou en tout cas, je l'espère, même si ça reste quand même toujours un pas dans l'inconnu. On va rapidement voir c'est quoi les règles, donc on va pas traîner trop longtemps là-dessus, mais juste pour démystifier un petit peu le principe que c'est très compliqué, qu'il y a énormément de règles. En fait, le hockey est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Alors, ben, effectivement, qu'est-ce qu'on a mis en place ces dernières années, à savoir ben, qui peut m'aider, qui peut vous aider à vous lancer dans l'arbitrage ou à progresser dans l'arbitrage, et comment, surtout. Et puis, on va voir quelles sont les certifications qui ont été mises en place. Alors, je voulais commencer ce petit webinaire après la présentation de Laurine, un témoignage d'une maman qui a commencé le hockey, qui a suivi sa fille et qui est rentrée dans l'arbitrage. Je vous invite à écouter le témoignage de Nathalie. J'espère que tout le monde entend. Je vais mettre un petit peu plus fort. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Olivia qui joue en U12 au Wild Ducks. J'ai débuté le hockey en même temps que ma fille. Quand on a voulu s'inscrire, on a été voir au secrétariat et rapidement, on a pu commencer les entraînements. Ma fille joue le samedi matin ses matchs et moi, je joue en ladies. Étant déléguée pour l'équipe de ma fille, il me manquait parfois des parents pour arbitrer ces rencontres le samedi. Et un jour, le responsable d'arbitrage est venu me trouver pour me demander si je souhaitais arbitrer également. Au début, j'étais hésitante car je ne connaissais pas bien les règles du jeu et j'avais jamais arbitré. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que le responsable d'arbitrage m'a rassurée. Il m'a expliqué que ce n'était pas un problème, qu'il n'était pas nécessaire de passer un examen pour arbitrer sur petit terrain. Et il m'a proposé de participer à la formation de base de l'Umpire Academy pour apprendre à arbitrer facilement et correctement en quelques séances. Je me suis laissée convaincre et la formation s'est très bien passée. Et pour les premiers matchs que j'ai arbitrés, le CUC a été près de moi sur le bord du terrain pour me conseiller et me coacher. Et maintenant, je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué de devenir arbitre sur petit terrain. En plus, c'est un plaisir pour moi de participer sur le terrain au match de ma fille. Et par la suite, j'ai également passé mon examen théorique et maintenant, j'arbitre régulièrement sur le grand terrain les matchs des équipes dames loisirs du Wild Ducks. Voilà le témoignage de Nathalie, donc, qui elle aussi, pas forcément par sa volonté ou son ambition démesurée de devenir arbitre club, mais plutôt les circonstances qui l'ont amené à monter sur le terrain avec un sifflet pour pouvoir arbitrer sa fille. Ben voilà, elle a commencé et ça a été un véritable plaisir de la rencontrer, voilà, de pouvoir partager son expérience, en tout cas positive pour elle, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, au niveau des motivations, ben, j'en ai listé quelques-unes. La première, ben, c'est d'avoir une activité sportive. Et je pense que Laurie ne va pas nous démentir que quand on veut arbitrer, ben, mieux vaut avoir une bonne condition physique. Oui, c'est clair que c'est une bonne base pour commencer.
Hein, donc, l'arbitre est un acteur, est un véritable acteur du jeu et du match. Les autres motivations, ben, accompagner son enfant, comme c'était le cas de Nathalie, comme c'est le cas de beaucoup d'autres. Aider le club, voilà, les bénévoles dans chaque club sont là pour aider. Laurine faisait référence au parc. Je sais qu'au parc, il y a 2 personnes qui sont là tous les samedis pour aider, pour être là quand il faut des arbitres. Et c'est un véritable plaisir. Et ils prennent véritablement leur pied, on peut dire, que ce soit arbitrer des matchs, voire aussi de temps en temps la 3e mi-temps. Transmettre les valeurs, mais oui, le hockey est un sport assez riche en valeurs, ou en tout cas qui tient énormément à ses valeurs et qui tient surtout à les transmettre de génération en génération. Et l'arbitre peut être ou un transmetteur ou un garant de ces valeurs. L'apprentissage sur soi, le self-control, ben, Laurine nous a expliqué effectivement tout ce que l'arbitrage lui a apporté dans sa personnalité, dans son développement personnel et humain. Mais pour les plus jeunes, gagner un petit peu d'argent de poche, même si ce n'est pas en devenant arbitre qu'on va s'enrichir. Je vois Laurine qui sourit de l'autre côté de mon écran. Ouais, on n'est pas encore un métier à temps plein, mais c'est clair que ça fait, voilà, c'est toujours ça de gagner, on va dire. Hein, mais je dirais que ça ne doit pas devenir la principale motivation, sinon ça va très vite être décevant. Et tu risques pas de finir millionnaire. Non. Alors, l'amour du sport. Pour beaucoup, une meilleure compréhension des règles du jeu, c'est aussi, et même souvent pour les plus jeunes, une motivation. C'est-à-dire qu'on joue au hockey, que ce soit le hockey, le basket, le football, mais pour pouvoir bien pratiquer un sport, mieux vaut connaître les règles et éviter de faire des fautes sur les adversaires. Ça, c'est le but. Et puis, ben, voilà, 3 petits points, parce que je suis persuadé qu'il doit y exister encore beaucoup de motivations différentes pour les gens. Mais sachez que toutes les motivations sont bonnes, évidemment. Et donc, j'aimais bien cette petite image qui est assez représentative, effectivement, pour les gens avant de se lancer dans l'arbitrage. On a souvent peur, je ne peux pas le faire. Ben, il suffit de pas grand-chose pour changer la phrase « je ne peux pas le faire » en « je vais le faire, je sais le faire ». Et effectivement, tout le monde peut devenir arbitre. Alors, pour les gens qui n'ont jamais arbitré, ben, c'est presque aussi facile que 1, 2, 3, c'est parti. À savoir qu'il y a en définitive seulement quelques règles essentielles à connaître. Ces règles, elles se trouvent sur le site de la fédération. Vous avez un onglet arbitrage et dans cet onglet arbitrage, il y a un menu qui s'appelle Start to Umpire. Quand vous allez dans ce menu Start to Umpire, je vais vous le montrer ici, voilà. Vous allez scroller tout simplement et puis vous allez voir les différentes fautes qu'il y a. Et donc, il y a le kick avec une petite vidéo explicative. Et donc voilà, avec une vidéo, on va avoir un gros plan, un arrêt sur l'image où on voit bien que la balle touche le pied. Vous voyez, on a donc l'exemple du kick, un deuxième exemple, le backstick, troisième exemple, le coup de stick, la poussée fautive, le jeu dangereux, respecter les distances et les différents gestes que l'arbitre doit faire. Si vous suivez ça, ben vous connaissez déjà quasi 75 à 85% de toutes les règles qu'il faut connaître pour commencer à être arbitre. Donc ça, ce sont les fameuses quelques règles essentielles à connaître. Ensuite, ne vous compliquez pas la tâche plus qu'il ne faut. Si vous en avez l'opportunité, commencez à arbitrer sur petit terrain. L'avantage sur petit terrain, c'est qu'on ne demande pas d'avoir un brevet quel qu'il soit pour arbitrer. Donc, n'importe qui peut arbitrer à partir du moment où il est volontaire et qu'il a un sifflet. Donc, commencer sur petit terrain, c'est plus simple. La réaction aussi des joueurs est tout à fait différente sur petit que sur grand terrain. Donc, c'est vraiment l'endroit essentiel, ou en tout cas le mieux pour commencer, pour prendre confiance en soi. Et puis, par après, évoluer au fur et à mesure de vos compétences
évoluer en termes de catégorie, évoluer en termes de niveau. Donc, vous avez différentes catégories d'âge. À partir de U14, vous arrivez sur grand terrain où là, il faut avoir passé l'examen théorique. Maintenant, dans la U14, il existe différents niveaux. Un niveau de base qui est le LFH 3, mais ça peut monter jusqu'à la division nationale. Donc, n'ayez pas peur, il y a suffisamment de niveaux que pour pouvoir vous adapter au moment où vous allez apprendre. Et puis une chose importante aussi, c'est la définition de ce que c'est qu'un bon arbitre. Laurine, si tu veux commenter cette partie-là. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que j'ai peur de pas tout voir ou il faut savoir qu'en fait, souvent si on demande l'avis des joueurs, parce que finalement c'est pour eux qu'on est là en tant qu'arbitre, pour faire en sorte que le match se passe bien, c'est qu'un bon arbitre, c'est celui qu'on ne voit pas, qui siffle ce qu'il voit fatalement, mais que même si, par exemple, il y a une faute, c'est aussi si l'arbitre sait quand laisser l'avantage ou quand ne pas laisser un avantage, c'est aussi ça qui fait les qualités d'un bon arbitre. Et donc ici, le message, en fait, c'est qu'il ne faut pas craindre de ne pas tout voir, c'est tout à fait normal. Et la seule chose qu'on demande aux arbitres, c'est de faire de leur mieux et de siffler ce qu'ils voient. Et comme je le disais, et je partage cet avis, la vraie qualité d'un arbitre, c'est d'être en fait dans le background, d'être le moins visible possible. Et par contre, quand il faut être vu, ben, oser se montrer, mais essayer de garder ça dans sa poche le plus longtemps possible. Oui, tout à fait. Donc, voilà, n'ayez pas cette peur ou cette inhibition de ne pas monter sous le terrain en ayant peur de ne pas tout voir. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas Laurine qui nous contredira. Quand on voit les matchs internationaux, ben, le nombre de fois où les joueurs font appel à la vidéo, tout simplement parce qu'un arbitre ne peut physiquement pas tout voir. Ce n'est pas possible C'est d'avoir des yeux impossible. partout. Surtout une fois qu'on arrive à un bon niveau de hockey où la balle va quand même relativement vite. Donc voilà, ça doit surtout pas être un frein, cette peur de ne pas tout voir. L'essentiel, c'est surtout de prendre la bonne décision quand on a vu quelque chose. Il faut être cohérent. Alors, pour continuer sur les règles, tout le monde peut avoir accès aux règles. Elles sont disponibles sur le site de la RBH, donc hockey.be. Vous avez le lien qui se retrouve ici. Vous pouvez le retrouver donc plus tard dans l'enregistrement de cette vidéo, ou vous pouvez en prendre note maintenant en faisant vite une petite capture d'écran. Ces règles, ben, à la base, elles sont établies au niveau international, donc la FIH, et après, elles sont adaptées au hockey en Belgique. 99% des règles de la FIH sont d'application en Belgique. Jusqu'à l'année passée, par exemple, une des différences était sur le fait qu'en Belgique, on jouait en mi-temps et pas en quart-temps, comme ça se fait à l'international. Cette année-ci, ben, ça a changé pour toutes les équipes seniors. Donc voilà, de temps en temps, il y a des petites différences, mais elles sont vraiment minimes. Et donc, ces règles sont revues plus ou moins régulièrement ben, en fonction des évolutions qui sont proposées. Alors, au niveau de ces règles du jeu, ben, il y a 3 catégories distinctes. La première, ben, c'est la pratique du jeu, donc savoir quels sont les participants, qui ils sont, au nombre de combien, comment ils doivent être équipés, enfin, une définition complète de qui peut pratiquer le jeu. La deuxième partie, ben, c'est celle qui nous concerne le plus, c'est l'arbitrage. Donc, comment est-ce qu'on arbitre, quel comportement avoir, quelles sont les différentes fautes, comment les interpréter, comment les sanctionner. Et puis, ben, parfois, effectivement, il faut sanctionner de manière un petit peu plus forte dans l'intérêt du jeu et dans l'intérêt des joueurs. Et ben, oser sortir une carte. On a 3 types de cartes dans l'arbitrage au hockey, la carte verte, la carte jaune et la carte rouge. La verte, ben, c'est une exclusion de 2 minutes pour un joueur un petit peu trop nerveux ou une faute un petit peu trop agressive. On va gentiment lui demander de cool down, de se relaxer un petit peu pour revenir au jeu. La carte jaune, ben là, on est sur des fautes plus caractéristiques et, on va dire, volontaires, qui peuvent nécessiter donc une sanction de 5 minutes, voire en cas d'extrême dangerosité ou de répétition, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Et puis, ben, si vraiment ces 2 avertissements précédents n'ont pas servi, ben, il existe la carte rouge qui renvoie le joueur directement au vestiaire, mais à utiliser
le moins possible. C'est aussi une grande qualité de l'arbitrage que de savoir éviter de mettre des rouges. La troisième catégorie, ben, ce sont les spécifications relatives au terrain et à l'équipement. Donc là, de nouveau, on a les définitions sur les dimensions d'un terrain de hockey, les différentes lignes, le cercle. Voilà, ça c'est très théorique. Mais en tout cas, c'est à votre disposition sur le site. Donc pour les petits curieux, n'hésitez pas, c'est instructif. Alors, pour répondre à la question, qui peut m'aider? Ben, l'Umpire Academy. L'Umpire Academy est l'organe formateur de la LFH et elle a développé nombre de formations adaptées à destination des personnes désireuses d'apprendre l'arbitrage ou de se perfectionner dans l'arbitrage. Ces différentes formations, ben, j'en ai repris quelques-unes. Vous avez des formations pour petits terrains par catégorie, U7, U8, U9, U10, U12. Il y a des formations vraiment adaptées à ça. Des formations sous les règles du jeu, des formations à savoir, ça peut paraître bizarre, mais comment faire un bon coup de sifflet quand on est arbitre. Quand on monte au niveau de l'arbitrage, ben, on parle, ou on entend souvent parler de modulation du coup de sifflet. Ben, oui, l'arbitre transmet énormément d'informations à travers son coup de sifflet. Et donc, c'est important d'avoir le coup de sifflet adéquat au bon moment. Une autre formation, ben, celle a trait au placement en déplacement, celle qui est pour moi ben, la formation la plus importante parce que, comme on disait, l'arbitre ne peut pas tout voir, mais en fonction d'une qualité de placement et de déplacement, ben, il verra beaucoup plus et mieux il sera placé et plus l'arbitre sera en confiance. Une autre formation, elle a trait à la signalétique. Ben, l'arbitre communique à travers son sifflet, mais également à travers des gestes. Il communique à l'attention des joueurs, il communique à l'attention des coachs, il communique également à l'attention du public. Donc, avoir une bonne signalétique bien claire ben, permet à tous les acteurs et tous les spectateurs de bien comprendre ce qui a été sifflé et sanctionné. Et donc, parallèlement à ces formations, ben, l'Umpire Academy a également été, en l'occurrence ma petite personne, au sein de chaque club. Et mon ambition, ben, c'était de rencontrer des gens passionnés par l'arbitrage pour qu'ils endossent le rôle de CUC. Donc, CUC vient de Club Umpire Coach et c'est la personne encadrante au sein des clubs parce que ben, moi, je travaille seul au niveau de l'Umpire Academy et je peux hélas pas être en permanence dans tous les clubs. Il y en a un peu plus de 52 du côté francophone. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une présence optimale tous les samedis dans les clubs. Et donc, ces CUC qui ont été formés, ce sont eux qui vont dispenser les formations dans les clubs. Alors, je viens de parler de l'Umpire Academy. Certains ne savent pas ce que c'est que l'Umpire Academy. J'ai fait une petite vidéo, une petite animation. Elle prend 4-5 petites minutes, mais prenez le temps de la regarder, de l'écouter avec nous. Elle est, je dirais, inspirante pour pas mal de personnes, je l'espère. Tu aimes le hockey? Peut-être que tu ne t'y connais pas trop, mais que tes enfants y jouent. Et ça ne te déplairait pas d'arbitrer un match à l'occasion. Le hic, c'est que tu n'y connais vraiment rien. C'est pourquoi la Fédération de hockey a mis en place l'Umpire Academy. La quoi, tu me diras? L'Umpire Academy. Comme tu t'en doutes, le mot umpire fait référence à l'arbitrage, alors que le mot académie évoque la formation. L'Umpire Academy de la LFH regroupe donc tous les niveaux de formation, théorique et pratique, pour s'initier à l'arbitrage. Il y a de petites formations pour les archi-débutants, mais aussi des formations de perfectionnement pour tous les niveaux, de l'arbitre de club à l'arbitre national. Chaque club possède une cellule arbitrage qui gère les arbitres du club. Il y a aussi un club Umpire Coach, un CUC, et c'est cette personne qui pourra t'aider si tu es intéressé par l'arbitrage. La LFH encadre tous ces CUC en leur proposant des formations pour les membres de leur club. Son but ultime, qu'à terme, chaque match de hockey soit sifflé par des arbitres formés. Mais je t'entends dire, ça concerne qui ces trajets de formation?
Eh bien, potentiellement tout le monde. Si, je te jure. Allez, prenons des exemples concrets. Voici Thomas. Thomas a 42 ans. Son sport à lui, c'est le foot, mais son fils débute le hockey. Et Thomas est très investi dans la passion de son fils. Il l'accompagne et l'encourage lors de tous ses matchs. Vu sa présence permanente, des gens de son club lui ont demandé une fois d'arbitrer un match de son fils. Il l'a fait avec plaisir et il a adoré ça. Voulant bien faire les choses et être crédible dans son nouveau rôle, Thomas s'est adressé au CUC de son club. Rappelez-vous, c'est celui qui encadre les arbitres. Le CUC lui a alors fourni des explications et des documents sur les règles du jeu adaptés au petit terrain. Suite à cela, Thomas a passé son examen théorique d'arbitre, une sorte de quiz en ligne sur les règles du hockey. Pour s'y préparer, il s'est rendu sur le site de la Fédé et a visionné des vidéos de l'Umpire Academy avec les fautes les plus courantes et surtout une explication pour les reconnaître facilement. S'il en a envie et qu'il en exprime la demande, parfois le samedi matin, il a aussi des séances de coaching d'arbitrage. On lui conseille alors certains points à améliorer. Maintenant, Thomas est un as du sifflet, au hockey en U9 en tout cas. Il adore arbitrer les matchs de Louis, mais n'a pas l'ambition de faire plus que cela. Il n'a pas le temps et aime encore trop le foot. Notre deuxième exemple s'appelle Zacharia. Zach pour les intimes. Zach a 16 ans et ne vit que pour le hockey. Il a commencé à manier le stick à l'âge de 5 ans dans un club près de chez lui. Zach est ambitieux, joueur de talent. Il découvre l'arbitrage car à son âge, chaque joueur de hockey doit avoir passé son examen théorique en ligne. Ce fut une véritable révélation pour lui. C'est comme cela que la CUC de son club l'a repéré et lui a proposé de se perfectionner. Très vite, Zach est donc devenu club umpire. Cela signifie qu'il est arbitre officiel de son club. Et quand son emploi du temps et son envie le lui permettent, il arbitre des matchs dans son club, des jeunes ou des moins jeunes. Sa CUC essaie toujours de lui donner des matchs où le niveau de jeu correspond à son niveau d'arbitrage. Cette année, Zach aimerait faire partie du programme Club Umpire for District. C'est un trajet d'accompagnement des jeunes arbitres prometteurs durant une saison. Ils s'entraînent tous à siffler l'élite de demain avec à la clé peut-être un diplôme d'arbitre national à la fin du programme. Mais attention, l'arbitrage n'est pas réservé qu'aux hommes, que du contraire, les filles y ont aussi leur place et se révèlent assez douées d'ailleurs. Ce n'est pas Laurine Delforge qui vous dira le contraire. À 25 ans, elle a sifflé une finale olympique et 1 an plus tard, elle remportait le trophée de la meilleure arbitre du monde. Et voici la relève. Anna a découvert le hockey il y a 1 an à peine et siffle depuis peu les matchs de sa petite sœur. Elle n'est pas encore experte, mais elle adore ça. Les règles, elle les connaît par cœur et elle prend toujours le temps de les expliquer aux plus jeunes. Elle aussi a passé l'examen théorique, un vrai jeu d'enfant. Maintenant, elle apprend beaucoup grâce aux ressources mises en place par l'Umpire Academy, comme le document L'arbitrage pour les nuls, les vidéos Start to Umpire ou les pictogrammes destinés à l'arbitrage sur les petits terrains. Tous les samedis, Anna est sur le terrain, en tant que joueuse ou en tant qu'arbitre. Elle progresse à pas de géant. Pour l'instant, son ambition est de siffler correctement au sein de son club. Alors, c'est plus clair? Grâce à ses formations et ses encadrements, l'Umpire Academy a permis à Thomas, Zach et Anna de suivre leur cheminement au sein de l'arbitrage belge. Tu auras compris que l'Umpire Academy propose des formations pour tous les niveaux d'arbitrage. Du parent arbitre au club umpire et même au club umpire coach, dit le CUC. Mais les arbitres nationaux ainsi que les mentors sont eux aussi encadrés. Et toi, où est-ce que tu te situes? En bref, l'Umpire Academy, c'est des formations de qualité et personnalisées. Tu as encore des questions? Alors, rends-toi sur le site hockey.be. Dans la rubrique arbitrage, tu trouveras une mine d'informations pour bien débuter. Et si tu en veux encore plus, n'hésite pas à envoyer un mail à umpireacademy@hockey.be. Alors, à très vite! On ne va pas le faire recommencer. Voilà, donc une explication sur ce que c'est que l'Umpire Academy, ce que l'on fait dans l'Umpire Academy et surtout les gens qui peuvent être formés et prendre plaisir à arbitrer parce qu'ils ont eu une bonne formation et un bon encadrement. Donc ces gens qui vont concrètement aider au sein des clubs, ce sont les CUC, Club Umpire Coach, qui, en plus de dispenser des formations théoriques qui sont celles qu'on a vues en début
de présentation accompagne également, et ça je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus important, accompagne les personnes au bord du terrain pour se faire coacher durant son arbitrage. Je crois que là, il y a vraiment une valeur ajoutée, le fait d'avoir un coaching sur le bord du terrain. Et quand on pose la question à Laurine, ben, quand elle arbitre, que ce soit à niveau national, voire niveau international, vous avez aussi systématiquement des coachs sur le bord du terrain pour vous aider à comprendre, à évoluer, à déjà à la base comprendre, je pense. Ouais, c'est systématique, hein. En tout cas, en international, maintenant, c'est systématique. En Belgique, au niveau des clubs, je pense que ça, il y en a de plus en plus, si pas systématiquement aussi, mais c'est un rôle important parce que ça permet d'avoir un avis extérieur aussi. Il y a parfois des matchs où on a l'impression d'avoir été pas bon assez, puis en fait, le CUC va être là pour dire, mais il faut pas être perfectionniste à souhait. Le match s'est bien passé, et donc et donner quelques petits conseils pour évoluer dès le prochain match. Donc c'est aussi une idée de soutien derrière, hein, Ouais. donc c'est un rôle très très important. Ouais. Oui, le fait de ne pas être seul, c'est relativement important, surtout lors de son premier match quand on se lance. Ben oui, c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Et comme dit Laurine, ben souvent on a tendance à croire qu'on n'a pas été bon, alors qu'en définitive, on a été bien meilleur que ce qu'on pense. Ouais. On est très souvent un juge très difficile pour soi-même. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc le CUC va se mettre sur le bord du terrain et vous accompagner. Vous allez pouvoir travailler avec lui différentes situations. Comme on le disait là tout à l'heure, un des points primordiaux à essayer de maîtriser le plus rapidement possible, ben, c'est d'avoir un bon déplacement et un bon placement pour bien pouvoir juger. Et le rôle du CUC là est très important justement pour vous aider à réaliser ça. Ici, on a le témoignage de Talia, qui, elle, est formatrice pour l'équipe. J'ai 23 ans, je fais des études en électromécanique et j'ai commencé le hockey vers 6 ans à Loré. J'ai joué pour l'équipe Dame 1 en National 1 et aujourd'hui je joue au Lara en DH Open en équipe 2. J'avais comme rêve d'aller en Australie pour jouer au hockey et visiter le pays au passage. Et en fait, je me suis dit que ça serait plus facile de trouver un club qui voudrait de moi si j'étais et coach, joueuse et arbitre. Et donc, c'est comme ça qu'en 2016, j'avais encore arbitré aucun match. Et j'ai testé avec 2-3 matchs en U14, ça s'est bien passé. J'ai appelé la Fédé pour leur dire que je voulais passer mon examen. Et mon examen s'est bien passé. Et en fait, à l'époque, quand on passait son examen pratique, on devenait directement arbitre national car l'Umpire Academy n'existait pas encore. Et donc, je suis devenue arbitre national. Et dès mes premiers matchs, j'ai adoré l'arbitrage. Et en plus, j'ai pu réaliser mon rêve en allant en Australie et en jouant pour un club, coachant pour ce même club et arbitrant quelques rencontres là-bas. J'ai choisi de devenir mentor à l'Umpire Academy pour pouvoir partager mes connaissances avec les arbitres qui commencent, mais aussi pour améliorer la qualité des arbitres dans les clubs. Donc souvent, la formation des arbitres n'est pas super bonne. Et donc quand moi j'ai commencé, je suis directement devenue arbitre national, ce qui était compliqué. Et donc je voulais faire partie de la génération d'arbitres qui aident les nouveaux arbitres à devenir meilleurs. C'est important quand on arbitre de ne pas vouloir tout bien faire en une fois. Donc, quand on commence un match, il vaut mieux se mettre 3 objectifs précis. Et alors, comme objectif, par exemple, plutôt que de dire « aujourd'hui, je travaille mon placement-déplacement », dire aujourd'hui, dès que la balle passe la ligne des 50, je veux déjà être dans mon cercle. Et étape par étape, améliorer petit point par petit point pour au final devenir meilleur. Voilà, ça c'était le témoignage de Talia. Donc, Talia est mentor au sein de l'Umpire Academy. Donc, c'est elle qui avec d'autres collègues qui travaillent avec moi pour la formation des CUC
pour encadrer et coacher et venir examiner les candidats arbitres, et donc pour essayer de faire passer un maximum d'informations et d'expériences qu'elle a eu la chance d'acquérir ces dernières années. Et comme elle le dit, voilà, ça n'a pas été simple pour elle quand elle a débuté parce qu'il n'y avait pas toutes ces formations. Et maintenant, tous ceux qui passent par l'Umpire Academy ou en tout cas par la formation au sein de leur club ont cette chance d'avoir cet encadrement. Alors, il existe différentes certifications au niveau de l'arbitrage. Donc, comme je l'expliquais au début, les arbitres sur petit terrain, donc toutes les catégories entre U7 et U12, ne jouent pas sur un terrain entier. Et donc, pour pouvoir siffler dans ces catégories-là, il n'y a aucun prérequis en termes d'examen ou autre. Par contre, une fois qu'on arrive dans les catégories U14, grand terrain, un terrain normal en fait, là, le minimum requis pour pouvoir arbitrer, c'est d'avoir réussi ce qu'on appelle l'examen Drillster ou l'examen d'arbitre théorique. Vous avez ici une photo de la page Drillster dans laquelle vous pouvez trouver différents drills, de là le nom Drillster, je suppose, pour lesquels vous pouvez vous entraîner sur les situations de jeu, sur les petits terrains. Pardon, sur les petits terrains. Enfin, il existe 7, 8, 9 drills différents, en tout cas, qui vous préparent à passer l'examen. L'examen, donc, se passe en ligne. Il y a 20 questions auxquelles il faut répondre. C'est un choix multiple et obtenir 80%. Quand on prend le temps de bien lire les questions, de bien regarder les images, c'est difficile de rater si on s'est bien préparé. Donc, là aussi, on peut très facilement obtenir son diplôme d'arbitre théorique et pouvoir se lancer sur le grand terrain. À ce moment-là, le CUC peut continuer à vous suivre et après vous avoir prodigué différents conseils et après les avoir mis en application, peut vous proposer pour passer à la certification Club Umpire. À la certification Club Umpire, c'est une reconnaissance au sein de son club. Donc, on est officiellement arbitre de club et donc on peut, à l'exception de certaines divisions nationales, arbitrer tous les matchs du club avec un certificat et une tenue adaptée et reconnue. Vous avez ici en image différentes personnes qui ont passé leur examen. La saison précédente, on a eu un peu plus de 80 personnes qui se sont inscrites pour passer l'examen Club Umpire. Donc, ce sont les CUC qui les ont inscrits parce qu'ils les ont estimés prêts. Et sur ces 80 personnes, 75 ont réussi leur examen. Donc, là aussi, on voit vraiment la valeur ajoutée de l'encadrement du CUC. C'est qu'il va vous mettre vraiment dans les bonnes conditions que pour pouvoir réussir cet examen et devenir officiellement arbitre de club. L'examen, en gros, il est très simple. On vous demande d'arbitrer un match d'une catégorie jeune, donc une catégorie entre U14 et U19, et vous avez un mentor comme Talia ou comme d'autres collègues qu'on voit ici en photo qui vont venir vous visionner, vous conseiller et juger si à la fin du match, effectivement, vous avez le minimum requis pour atteindre ce niveau-là. Pour les plus ambitieux, après le niveau Club Umpire, on peut faire une demande à la fédération pour devenir arbitre national et alors là, commencer à arbitrer dans les plus hautes divisions de catégories jeunes, voire seniors, en dames, en messieurs. Et puis après, il existe encore un tremplin supérieur qui devient l'international, mais là, c'est vraiment pour une minorité. Voilà, j'espère vous avoir donné une information relativement claire sur comment est-ce qu'on peut devenir arbitre et quels sont les aides et les supports que vous pouvez avoir de la part de votre club. Donc, si vous le souhaitez maintenant, comme je l'avais dit en début de présentation, vous avez l'opportunité de poser vos questions à moi, à Laurine. Laurine est restée avec nous pour répondre à toutes les questions, si vous avez des questions plus particulières. Donc, je pense que vous pouvez activer vos micros. Je l'espère.
N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu as été trop clair. J'ai été trop clair ou quoi? Les micros ne sont pas activés, j'entends. Alors, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir activer les micros. Où est-ce que je vais pouvoir trouver ça? Tac, tac, tac. Désactiver les... Je ne vois rien sous les micros. Sinon, dans le pire des cas, si on n'arrive pas à activer les micros, je suis désolé, c'est la première fois que j'utilise ce support. Et donc, je ne sais pas vraiment, à défaut de pouvoir activer vos micros, je vais essayer comme ça. Non. Ah si, autoriser les micros. Ça y est, mais a priori, il faut que je le fasse un par un. Ce n'est pas simple. Mais comme je disais, à défaut, effectivement, vous pouvez, dans l'onglet en haut, conversation, poser vos questions. Alors, j'ai une question de Laura Van Rom. Indoor U10, faut-il un examen? Est-ce qu'il faut passer un examen pour l'indoor? Oui. L'indoor, il n'y a pas de différence en petit grand terrain. Donc, il y a un examen indoor qui est l'équivalent en fait de l'examen drillster, donc arbitre théorique. Alors, Xavier nous demande si nous avons des supports didactiques pour expliquer aux candidats arbitres. Oui, tous ces supports donc sont à disposition de tous les CUC. Donc, pour le Bayard, il faut m'envoyer un petit mail personnel. Et alors, je viendrai jusqu'au Bayard pour rencontrer la personne qui désire prendre ce rôle de CUC ou responsable d'arbitrage, de manière à ce que je lui explique clairement ce qu'est le rôle, quelles sont les différentes formations, comment les donner, et dans la mesure de mes possibilités, éventuellement venir moi-même jusqu'au Bayard pour aider à donner ces formations. C'est Xavier, apparemment. Donc. Pardon? C'est Xavier, apparemment. Donc, Oui, c'est Xavier. Ok, très bien. Ben, si Xavier m'envoie un petit mail, je serai ravi. Les micros sont toujours pas activés. Oui, mais j'essaye, mais il n'y a je peux personne. déjà répondre à la question de Christophe. Tu vois les questions? Ouais, je vois les questions dans le chat. Ok, Pendant que tu cherches les micros. merci. Ce qui serait quand même un peu plus convivial. Ça serait plus sympa. Hein? Est-ce problématique d'arbitrer sans jouer soi-même? Non. C'est pas du tout un prérequis. C'est clair que pour connaître les règles, etc., quand on joue soi-même, on a peut-être un peu plus tendance à les connaître, mais c'est pas indispensable. Et j'ai même envie de donner l'exemple d'un bon ami à moi, Yacoub, un Tchèque, qui s'est aussi retrouvé au JO à Tokyo sans jamais avoir joué au hockey de sa vie. C'est un footballeur de base. Et donc, problématique, non, pas du tout. En tout cas, ça doit pas du tout être un... Ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais remettre ton micro? Ouais, moi c'est bon. Ouais, moi ça marche. Voilà. En fait, en haut à droite, il y a moyen, en tout cas chez moi, il y a moyen d'activer, désactiver micro et caméra. Mais je pense que Mais tout je le ne sais monde pas devrait si avoir c'est... cette possibilité-là. Je pense. Excuse-moi, je t'ai coupé la chic. Hein? Non, non, mais voilà, je disais juste pas problématique du tout, loin de là. Ok. Est-ce qu'en devenant... Club Umpire, cela nous engage à un nombre minimum de matchs à arbitrer. Restons-nous libres de nos disponibilités? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le fait de devenir Club Umpire, c'est une certification de votre niveau. Ça, c'est déjà une première chose. Ça vous autorise à arbitrer certains matchs, notamment des U14 en national, par exemple, mais on n'est pas dans le cadre de l'arbitrage national où il y a une obligation de siffler. Donc, ça, c'est vraiment à voir au sein du club comment c'est organisé, mais il n'y a aucune obligation. Maintenant, dans certains clubs, comme je le disais, au parc, on a des club umpires qui sont là tous les samedis et qui s'amusent terriblement à siffler un maximum de matchs. Maintenant, d'autres sont club umpires et se contentent uniquement de siffler les matchs de leurs filles ou de leurs garçons qui jouent en U14 ou en U16. Donc, aucune obligation de ce côté-là. Alors, quels sont les CUC du parc? Eh bien, les CUC du parc,
Il y en a une pour l'instant, c'est Céline. Céline prend le rôle de cuc du parc, mais je sais qu'elle est aidée par Frédéric Denemostier et également Sébastien Duterme, qui sont deux personnes qui sont là très régulièrement pour aider Céline. Mais officiellement, la personne à contacter au parc, c'est Céline. Alors pour toi, Laurine, si l'autre arbitre ne nous regarde jamais, peut-on quand même siffler dans son cercle à un moment donné? À fortement éviter. J'aurais tendance à dire que c'est un peu comme pour tout. Ça doit faire partie d'une... Je suis de retour. Donc je disais à éviter. C'est un peu, c'est souvent quelque chose qu'on demande aux arbitres de s'entendre avant le match, de dire voilà ce qu'on attend chacun de l'autre personne. Clairement, s'il se passe quelque chose d'énorme et qu'il faut absolument siffler, voilà, de manière exceptionnelle, je vais dire si c'est pour le bénéfice du match, comme tu disais tout à l'heure, ok, mais j'aurais tendance à vraiment fort éviter ça. Non seulement ça va sans doute très fortement réduire la confiance de l'autre arbitre, puis ça donne quand même pas bien en termes de teamwork. Mais clairement, ce sont des choses qui doivent être discutées ensemble, que ce soit avant le match ou à la mi-temps, voire en fin de match pour de nouveau avoir quelques points améliorés lors du match suivant. Voilà. Si je ne suis pas encore arbitre, puis-je quand même arbitrer, club umpire, puis-je quand même arbitrer les catégories dames ou mineurs? Quel risque? Sinon, amende, point d'interrogation. Là, je te passe la parole. Mais pour pouvoir arbitrer sur grand terrain, il faut au minimum avoir réussi l'examen théorique Drillster. Ça, c'est le prérequis, effectivement, sans quoi, effectivement, sans qualification et sur la feuille de match, ça peut amener à des amendes, oui. L'examen Drillster, c'est un examen en ligne. Il suffit simplement de demander au responsable, soit secrétaire, soit responsable de la cellule d'arbitrage de votre club, de vous donner un accès. Et vous pouvez à ce moment-là accéder à la plateforme Drillster où vous avez les différents drills pour vous entraîner. Et une fois que vous êtes confiant, que vous êtes bien entraîné, vous pouvez passer l'examen. Vous avez 2 chances pour réussir cet examen pour obtenir minimum 80%. Sur 20 questions, c'est tout à fait jouable. Alors Michel, comment vas-tu Michel? Que diriez-vous à une jeune hésitante pour qu'il franchisse le pas ou à ses parents s'ils sont réticents? Laurine. Alors, si je m'adresse aux jeunes, je prendrais ma métaphore favorite, qui est celle des légumes. Demandez à un enfant s'il aime les légumes et il va tout de suite vous dire non, j'aime pas ça alors qu'il n'a jamais goûté. Eh ben, je pense que l'arbitrage est exactement la même chose. Tant qu'on n'a pas au moins essayé, il n'est pas question de dire que je n'aime pas ça. Donc ça c'est voilà, c'est l'image que j'utiliserais par rapport aux jeunes qui est hésitant. Et j'insisterai aussi sur justement l'Umpire Academy qui est maintenant sur pied, qui est là pour soutenir les jeunes débutants. Et c'est vraiment une plus-value qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est quelque chose qui permet de se lancer sans devoir avoir trop peur ou avoir des craintes d'échouer. Et alors aux parents, je ne sais pas si c'est les parents qui veulent se lancer ou qui sont réticents, ou si les parents sont réticents à ce que le jeune commence. Mais peut-être que la métaphore parlera moins aux parents, mais c'est un peu la même idée. Parfois, il faut oser se lancer. Et je sais que c'est pas facile. Moi, il a fallu que mon papa me pousse un peu dans le dos pour que je le fasse. Mais comme je le disais, je le regrette pas du tout. Loin de là, tout le contraire. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Il faut oser passer le pas et découvrir que finalement, c'est pas aussi horrible que ça en a l'air. Tout le contraire, d'ailleurs. Alors, Sven nous demande si les cucs, si on peut les reconnaître. Alors, à l'heure actuelle, dans certains clubs, je sais qu'ils ont des vestes qui ont été faites par le club. Pour cette saison-ci, ça sera, à mon avis, à disposition des clubs dans le courant du mois d'octobre. Tous les cucs auront une veste et un polo estampillé de la fédération, ou en tout cas de la Ligue LFH, avec marqué cuc dans leur dos. Donc, ils seront très facilement reconnaissables. Ils seront au bord du terrain
les samedis matins. Alors, Michel précisait, des parents réticents, c'est plutôt la crainte qu'on les charge de match par la suite. Donc, oui, comme on expliquait, effectivement, il n'y a aucune obligation, une fois qu'on est devenu club umpire, il n'y a aucune obligation à devoir siffler des matchs. De nouveau, ça doit rester un plaisir. Si Oser dire non aussi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. C'est les gens qui arbitrent 3, 4, 5, 6 matchs sur le week-end, c'est vraiment parce qu'ils aiment ça. C'est pas parce qu'on les oblige. Et c'est pas non plus une question d'argent. Voilà, le plaisir vient en arbitrant et je pense qu'il grandit au fur et à mesure qu'on arbitre parce que plus on pratique et meilleur on devient. Donc, et il y a aussi effectivement à un certain moment le retour des joueurs aussi qui est terriblement agréable. Quand on a bien arbitré un match, même si effectivement le rôle de l'arbitre passe inaperçu, les joueurs viennent quand même systématiquement serrer la main de l'arbitre et il y a souvent des encouragements et je trouve ça très valorisant aussi. C'est partie des valeurs du hockey. Hein. Oui, tout à fait. Chance. Alors Christine, est-ce qu'on peut être arbitre club d'un club si on joue dans un autre et ensuite peut-on être arbitre national dans un club et jouer dans un autre? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Le fait d'être arbitre national, on est arbitre sur l'ensemble du territoire national. On peut être arbitre pour un club et jouer dans un autre. Il n'y a aucun souci et il en va de même dito pour les club umpires. On peut être club umpire dans un club et jouer au hockey dans un autre. On peut être club umpire coach, CUC dans un club et jouer dans un autre. De ce côté-là, il y a vraiment toute liberté qui est laissée. Ah, Laurine, la grande question, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir arbitre national? Est-ce que la question concerne le processus ou plus large que ça? Alors, moi, je vais parler de ce que je sais, hein, mais arbitre national, il faut en effet les deux. Suivre la formation club umpire, puis quand le club estime que le club umpire est ready, il y a des examens qui se passent, souvent c'est lors des districts en début de saison, où les arbitres, là, les candidats sont visionnés par des coachs arbitres au niveau national. Et c'est un peu le même système. Donc, on va juger de la prestation, donner quelques conseils et on doit être dans les mêmes sortes de statistiques, mais faire réussir ou non l'arbitre qui s'est présenté comme candidat. Et donc, vu que la question porte sur les deux, j'aime bien le conseil que Talia donnait de prendre les choses étape par étape, pas viser trop haut, trop vite. Il faut se sentir à l'aise. Il n'y a rien de pire que passer un examen quand on a l'impression de ne pas connaître son, son syllabus. C'est un peu la même chose ici. Prendre confiance sur des matchs en tant que club umpire. Et souvent, l'arbitre lui-même se sent prêt pour l'étape suivante. Et donc, voilà, c'est peut-être à ce moment-là alors qu'il faut se mettre en contact avec le CUC et contacter la fédération. Mais donc, c'est la suite logique, entre guillemets, de ce qui s'est passé avant, aussi dans le cadre du système Club Umpire. Oui, effectivement. Une fois qu'on est devenu club umpire, le CUC du club peut continuer à suivre les club umpires, voir leur progression, effectivement, et leur dire quand ils sont prêts pour passer à l'étape suivante, qui est effectivement devenir arbitre national. Donc, le rôle du CUC ne s'arrête pas une fois que la certification club umpire est donnée. Hein. Dans la plupart des clubs, les CUC sont des gens qui soit ont été arbitres nationaux et qui ont quand même une certaine expérience à partager à ce niveau-là. Et aussi, mais là tu m'arrêtes si je dis des bêtises, les club umpires sont parfois amenés à arbitrer avec des arbitres nationaux sur certains matchs. Et donc là aussi, ça m'est arrivé en tout cas dans certains cas en tant que coach umpire au niveau national, sont coachés alors par des coachs arbitres au niveau national. Donc ça, c'est aussi intéressant comme tremplin pour recevoir quelques tips aussi sur des matchs un peu différents. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis 2 saisons maintenant pour les U14 nationales. On fait effectivement arbitrer ces matchs par
jeune arbitre national et un club umpire. Donc, ça permet effectivement déjà, en tant que club umpire, de goûter à ce niveau-là. Si le club umpire le souhaite, il peut arbitrer tous les matchs à domicile de son équipe et au terme du premier tour, effectivement, avoir été visionné par un coach national qui va valider ou non sa réussite pour passer arbitre national. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou la source se tarit petit à petit? De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme vous l'avez vu dans la présentation, umpireacademy@hockey.be, ça arrivera chez moi, ou alexandre.plaisant@hockey.be. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Vous pouvez m'appeler. Je suis à disposition, pour répondre à toutes les questions et tous les conseils que vous souhaiteriez avoir. Voilà. Eh ben, je voudrais terminer en remerciant Laurine de sa présence et de nous avoir partagé son expérience. Avec grand plaisir. J'espère voir beaucoup d'entre vous sur les terrains maintenant. Eh ben, espérons effectivement qu'il y en a certains qui seront prêts à t'arbitrer bientôt. Mais ouais, ou arbitrer avec toi. Ouais, les deux sont possibles, les deux sont possibles. Voilà. Merci à tous. Passez une excellente soirée et à bientôt sur un terrain avec un sifflet. Bonsoir. Bonne soirée à tous.